Femme, style, inspiration. Hello tout le monde, bienvenue dans Femme, style et inspiration, l'émission consacrée à l'entrepreneuriat féminin qui éveille les consciences. Nous y partageons des thématiques pour vous aider à entreprendre autrement, en conscience. La plupart de nos actions sont posées en pilote automatique. Nous subissons nos vies avec les « je dois »,« il faut »,« je suis obligé »,« je ne peux pas faire autrement »,« je n'ai pas le choix »,« si j'avais ceci ou cela, ma vie serait tellement mieux »,« si je gagnais 1 million au loto, je serais tellement mieux »,« s'il faisait beau aujourd'hui, oh mon Dieu, je serais la femme la plus heureuse ». Si j'avais un mari, des enfants, ah là là, ma vie serait tellement plus excitante. Pourquoi ça n'arrive qu'en moi ? Ça, ce sont les questions ou les choses que nous disons au quotidien qui font que nous subissons nos vies. Nous répétons donc ainsi les mêmes automatismes, même quand ils ne nous satisfont pas. En éveillant notre conscience, nous mettons un faisceau de lumière sur qui nous sommes, sans jugement, juste en observant. L'acceptation de qui on est entraîne des actions choisies en conscience. Je suis Martine, éveilleuse de conscience. Ma devise est « Connais-toi toi-même ». Connecte avec l'être qui est en toi et deviens qui tu es. Mes invités du jour sont Adeline Sicard et Nathalie Arnoux, les fondatrices de Bloom in Progress, une entreprise qui accompagne les entrepreneurs à faire de leurs rêves un projet entrepreneurial réaliste et épanouissant. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est la gratitude. Mes top chroniqueuses Amine Ndam, Anne Guillot, Catherine Leroy et Marly Sobtafo nous vous dirons pourquoi la gratitude est importante et l'impact qu'elle peut avoir sur le cours de nos vies. L'émission est en direct, donc si vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer vos questions par WhatsApp au 0032 473 36 30 26. 0032 473 36 30 26, nous y répondrons avec plaisir. Nous revenons au studio Radio Campus avec mes deux super invités d'aujourd'hui, Adeline Sicard et Nathalie Arnoux. Elles sont les cofondatrices de Bloom in Progress. Bonjour Adeline, bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour Martine. un petit couac technique ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, Bloom in Progress, qu'est-ce que c'est exactement Bloom in Progress ? Alors, Bloom in Progress, c'est un projet qui est sorti de notre tête il y a 1 an environ maintenant. On va fêter nos 1 an d'ailleurs, très bientôt. Notre volonté, c'était, suite à un constat qu'on a fait au fil de nos expériences et de notre carrière, de se dire, tiens, on a vraiment envie d'accompagner les entrepreneurs, moi j'aime bien dire les rêveurs, donc ceux qui ont un projet de cœur qu'ils ont envie de développer, mais soit ils n'osent pas encore, soit ils ont commencé là à le faire et ils se rendent compte qu'en fait, il manque de certains outils, que ce soit en savoir-faire ou en savoir-être. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était lier les deux choses, le savoir-faire et le savoir-être, et de pouvoir proposer des accompagnements individuels, personnalisés, à tous ces gens qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés, mais qui ont besoin d'un coup de pouce. Et donc, on les accompagne de A à Z, en fait, donc vraiment sur tout le trajet, de la réflexion de l'idée à le développement des outils, des compétences, etc., etc. Nathalie, qu'est-ce que tu dirais de Bloom in Progress ? Alors, je pense qu'Adeline l'a très bien présenté. Ce que j'ajouterais, c'est que, en fait, au départ, le projet est né pour vraiment accompagner les starters, donc les rêveurs qui voulaient se lancer. Donc, on les accompagne vraiment sur étape par étape. On leur tient la main vraiment jusqu'à la réalisation vraiment finale de leur projet. Et puis, on accompagne aussi les entrepreneurs, ce qu'on appelle dans une phase 2. Donc, c'est tout ce qui est levée de fonds, développement du projet, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent nous voir. Ils ont déjà démarré depuis 1 an et demi, 2 ans. Et puis, ça vivote, leur projet vivote. Ils le font vivre, mais ça vivote. Et ils ont besoin de le transformer en projet vraiment pertinent, lucratif. Et donc, du coup, là, on les accompagne. On se rend souvent compte qu'en fait, il y a souvent un manque d'adéquation entre l'offre et la demande. Et là, on va les accompagner là-dessus. Aussi en savoir-être, du coup, là, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on travaille beaucoup.
parce que les entrepreneurs, ils savent faire, ils sont souvent débordés. Hein. On dit souvent, quand on est entrepreneur, il faut tout maîtriser, que ce soit la communication, les arcanes administratives, son business. On est souvent un peu perdu et puis on est souvent un petit peu... débordés. Donc, on va aussi les accompagner sur comment fixer leurs objectifs, comment gérer leur temps, pour qu'ils retrouvent sérénité et que surtout ils s'épanouissent dans leur projet professionnel. Ok, c'est vrai qu'être entrepreneur aujourd'hui, ça veut dire qu'on doit tout savoir faire. Et ça peut prendre beaucoup de temps. C'est super énergivore aussi. Alors, je précise que Adeline Sicard est graphiste et marketing digital, c'est bien ça? Tout à fait. Et Nathalie Arnoux est gestionnaire administrative et financière, c'est ça? Et ressources humaines. Et ressources humaines. Alors, comment s'est fait la rencontre? Ça, c'est une bonne question. On s'est rencontrés il y a, je pense, 4 ans maintenant. On était toutes les deux indépendantes dans nos différentes casquettes. Et on travaille comme consultante auprès d'une start-up belge, une grosse start-up belge, qui était dans l'informatique. Et donc, il y avait une quarantaine d'hommes. On était les 2 seules femmes de la start-up. Vous voulez donc, dire le nom de la start-up ou elle n'existe plus quand tu dis elle n'existe plus. Donc, d'accord. Voilà. Et donc, forcément, on s'est très vite rapprochés et on a décidé de construire un premier projet qui a bien marché. Et puis, où on faisait vraiment que de l'accompagnement pur. Et puis, on a développé donc Bloom in Progress pour vraiment mélanger savoir-faire et savoir-être parce qu'on se rend compte que dans les accompagnements, ça manque souvent. Soit on accompagne en savoir-être ou en savoir-faire, mais les deux en même temps, c'est compliqué. Oui. Et ça a cliqué tout de suite entre vous? Vous avez senti que vous pourriez faire quelque chose ensemble ou ça s'est fait au fil du temps? Assez rapidement. En fait, on a commencé à collaborer sur des petites missions où on se renvoyait un petit peu la balle en termes de compétences, qu'on se complète beaucoup déjà en termes de compétences. Et puis, à force de travailler ensemble et donc d'échanger, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs en termes de valeurs, en termes de vision. Mais par contre, qu'on était très complémentaires en termes de compétences, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes domaines à la base, et aussi assez différentes dans de la façon de voir certaines choses, mais qui du coup, de nouveau, se complètent bien. J'aime à dire que je suis souvent la tête dans les étoiles. Nathalie, elle a les pieds bien ancrés sur terre. Et en fait, on a besoin d'avoir ces 2 côtés-là pour trouver un juste équilibre et être en harmonie, en fait. Et donc, c'est sur ça qu'on fait notre force, en fait. C'est sur cette complémentarité-là. Ok. Et... vous avez donné plus ou moins une réponse, mais c'est quoi l'idée? Qu'est-ce qui a donné envie de créer Bloom in Progress? Parce que je suppose que vous avez tourné autour, comment c'est tombé sur la table? Comment c'est arrivé? En fait, tu me complètes évidemment. On était en train de préparer une grosse formation qu'on nous avait commandée qui était essentiellement sur l'art du pitch. Oui. Et puis, on a commencé à écrire un premier programme de formation. Donc ça, on a réfléchi à beaucoup de choses, tout ce qu'on voulait mettre dedans, on voulait faire quelque chose de différent. Donc on a tout écrit, on était plutôt contentes, on est parties chacune de notre côté le soir. Et puis le lendemain, on s'est revus, en fait, on a tout jeté à la poubelle, on a tout recommencé. Parce que finalement, ça ne nous plaisait plus. Et on a construit, en fait, notre propre méthode. Donc on s'est un peu libéré aussi de certaines lectures qu'on avait faites. Donc on les a prises, mais on a vraiment voulu créer notre propre méthode basée aussi sur notre expérience et notre vécu, particulièrement dans cette start-up également. On avait déjà accompagné des porteurs de projets sur des grosses levées de fonds avec des gros pitchs. Et donc, on a créé une méthode, un modèle, et on s'est dit, mais en fait, si on crée notre méthode d'accompagnement de manière plus large, parce que le pitch, il n'y a pas que ça, on peut développer encore plus loin que ça. Et du coup, vraiment accompagner les entrepreneurs sur toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Ok, Nathalie? Et juste pour la suite, donc on a donné cette formation à une grosse quinzaine d'entrepreneurs et en fait ils nous ont dit mais c'est super parce que ça dépasse le pitch comme on l'entend de manière traditionnelle et vous avez réussi à mêler des outils qui en fait vont vraiment nous aider à créer notre pitch et à le développer et du coup c'est là aussi on s'est dit mais il y a autre chose à faire et il y a des outils à mêler les uns avec les autres pour vraiment accompagner de manière efficace les entrepreneurs et leur donner confiance et foi en leur projet. Ok, vous parlez d'outils. Vous pouvez développer un peu, c'est quoi les outils qu'il y a ou c'est top secret les outils qu'il y a dans Bloom in Progress? Pas du tout. En tout cas, ils sont loin d'être tous top secrets. Je vais parler de mon outil fétiche. Le mien, c'est le Golden Circle de Simon Sinek.
Qu'est-ce que c'est ? Le Golden Circle part du principe en version résumée qu'il y a donc 3 cercles concentriques et que la plupart des gens savent parler de quoi, qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Quasiment 100% des gens sont capables de dire qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis, on va généralement aller vers le comment, donc qui est comment est-ce qu'on fait les choses, quels sont nos services, nos propositions, etc. Oui. Et en fait, très peu de gens, quand on fait un tour de table, par exemple, lors d'une formation ou même ailleurs, vont aller plus loin en expliquant pourquoi est-ce qu'ils font ça, ce qu'ils font. Okay. Surtout quand on est entrepreneur et généralement on porte un projet qui est notre projet de cœur et qui est un projet dont on a rêvé pendant longtemps, d'expliquer c'est quoi la raison d'être derrière, pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour faire ça, qu'est-ce qui nous motive vraiment profondément. Et non seulement c'est important de le mettre en avant, mais même plus que ça, Simon Sinek, ce qu'il dit et ce qu'on dit du coup aussi en formation, c'est quand il faut partir de là. Commencer par parler de son pourquoi, de sa raison d'être, et puis ensuite de venir expliquer qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, bien évidemment. Le big why. Ouais. Okay. Et donc ça, c'est un outil qu'on utilise et qu'on développe sous forme de petits ateliers en formation, par exemple, ou en accompagnement aussi, et qui fait très vite mouche, en fait, chez les gens. Et on constate tout de suite un impact beaucoup plus fort sur les gens qui écoutent autour, dès qu'il y a la raison d'être et le vécu de la personne qui vient se mêler au projet. Ok. Nathalie? Alors moi, donc, au-delà des outils de gestion pure qu'on connaît tous, je pense par exemple au business model Canva et ces modèles très classiques. Par exemple, nous, on va accompagner le business model Canva, mais on va le mélanger avec d'autres outils comme les chapeaux de Bono ou d'autres outils qu'on a matchés pour vraiment faire sortir l'important du projet. Mais au-delà de ça, moi, je parlerais de mon outil à moi fétiche, qui est la gestion du temps, parce qu'en plus d'être dirigeante d'entreprise, je suis maman de 4 enfants. Et donc, évidemment, j'ai développé au fil du temps des techniques très pointues en termes de gestion du temps. Et on vient souvent me consulter pour ça aussi. Et là, j'utilise évidemment énormément d'outils de gestion, donc ça va être la méthode Pomodoro, ça va être la loi des 80-20%, c'est-à-dire que 20% des clients en général sont à l'origine de 80% de notre chiffre d'affaires, donc c'est intéressant pour un entrepreneur de les cibler pour ne pas perdre de temps et de profiler en fait le profil de ses clients, de ces 20% de clients, pour évidemment décupler son chiffre d'affaires. Donc voilà, on va travailler vraiment sur tout un tas d'outils comme ça qui vont lui permettre de devenir de plus en plus performant. Alors, tu as dit Pomodoro ? La méthode Pomodoro, oui. Qu'est-ce que c'est ? Explique un peu. Peut-être que tu sais, mais peut-être que d'autres personnes... Enfin, toi, tu sais, mais d'autres personnes ne savent peut-être pas ce que c'est. Alors, c'est rigolo parce que j'ai fait un post il n'y a pas longtemps dessus sur LinkedIn. Et alors, depuis, j'ai plein de gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, j'ai essayé la méthode Pomodoro, ça marche bien. » Alors, c'est une méthode toute simple qui a été inventée par un Italien pendant ses études, qui est en fait qui travaille sur la concentration et la mémoire de travail profonde. Et donc, pour l'atteindre, il faut rester concentré par tranche de 20 à 25 minutes. Alors évidemment, ça dépend des profils. Et donc, l'idée, c'est de travailler de manière très concentrée 20 minutes, de faire 5 minutes de pause, et puis de répéter ça sur 3 cycles, et tous les 3 cycles, faire 30 minutes de pause. Et ça permet en fait d'optimiser sa concentration, et puis d'éviter la procrastination, ou d'éviter aussi de partir dans... Je pense que vous avez tous ça, quand vous avez un rapport à faire et que ça vous embête profondément, vous commencez à écrire et puis 10 minutes après, vous pensez à « Ah mince, j'ai oublié de faire ça, et vite l'esprit, ça vous permet de rester extrêmement concentré, donc de rester très efficace. Voilà, je vous garantis que vous arriverez à arriver au bout de votre rapport beaucoup plus facilement en utilisant cette méthode. Ah, mais je confirme, moi c'est comme ça que je travaille. Ah bah voilà. Mais pas parce que j'ai la méthode, juste parce que je pensais que je ne sais pas me concentrer longtemps. Donc j'ai besoin de m'arrêter au bout de 20 minutes. Souvent à Womanly, je vais embêter Marie. Je lui dis, Marie, je m'ennuie. Tu vois, ça dure genre 5 minutes et puis après, je retourne à mon truc. Ah, donc c'est une méthode. C'est une méthode, tu aurais pu la breveter, Martine. Et en plus, hier, j'ai une amie qui m'a appelée, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je vais faire la pause. » Elle me dit « Mais enfin, tu viens d'arriver ?» Je dis « Ben oui, mais moi, j'ai besoin de ça. » Et elle me dit « Mais tu sais, ce que j'adore chez toi, c'est cette manière dont tu as de sortir de ce que tu es en train de faire et de revenir et de te concentrer à nouveau, mais très fort. » Et je dis « Mais en fait, non, je ne sais pas si c'est puissant, mais c'est juste que si je reste là plus de 20 minutes, en fait, je suis plus productive. Donc, ça ne sert à rien que je reste. » Et donc, il y a une méthode, waouh, les gens sont géniaux, en fait.
Outils. Et avant celui-là, tu as parlé aussi du business model. Alors évidemment, pour toi ou pour beaucoup d'entrepreneurs, ça parle, ça dit, mais explique-nous qu'est-ce que c'est. Écoute, c'est une bonne question parce qu'on suit aussi beaucoup d'entrepreneurs en phase 2 et on se rend compte qu'ils n'ont jamais fait de business model. Donc, c'est que ça ne doit pas toujours parler à tous les entrepreneurs, effectivement. Mais le business model, on le fait sans le savoir. Le business model, en fait, ça part de 9 territoires. Donc, ça va être d'abord la définition de sa valeur ajoutée. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée de notre projet par rapport à d'autres projets similaires ? C'est quoi les personas, donc c'est-à-dire nos clients types. Donc, on peut avoir plusieurs types de personas, donc il va falloir les définir. Et puis, il va falloir définir comment est-ce qu'on va les toucher. Donc, ça va être tous les canaux de communication, ça va être les canaux de communication principalement. Oui. Et puis, on va définir notre politique de pricing, donc tout ce qui va être prix, forfait, prix en régie, le montant des prix. Là, on accompagne une porteuse de projet qui est, pour donner un exemple, qui porte son projet depuis 2 ans et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une non-adéquation entre le profil de ses clients et sa politique de pricing. Et du coup, elle tape une clientèle relativement élitiste et ses prix sont beaucoup trop bas pour sa clientèle. Donc, c'est assez rigolo parce qu'on n'imagine pas forcément ça en tant qu'entrepreneur. Mais là, c'est l'exemple typique. Et puis, évidemment, on va commencer à travailler sur sa structure de coûts et sa structure de revenus pour voir également, évidemment, si son projet va être pérenne. Ok, waouh. Donc, c'est toujours le premier travail qu'on fait sur un projet. Ça permet de rééquilibrer le projet avant même de se lancer pour être sûr qu'il est fonctionnel. Okay. Après, sur certains projets, juste pour compléter, on va travailler sur ce qu'on appelle une lean startup. Donc, c'est-à-dire qu'on va travailler le projet, on va le lancer, mais à toute petite échelle pour voir si il a des chances de réussite. Ah, parce qu'on peut savoir, quand tu dis à petite échelle, ça veut dire que vous allez faire comme un test, un pilote, un truc Exactement. Auprès d'une clientèle ou comment ça se passe Imaginons que Martine ait envie de développer une entreprise de vente de t-shirts. Avant que tu produises 300 t-shirts, on va te proposer d'en produire une dizaine. Okay. Et puis de voir comment tu arrives à contacter ta clientèle, voir si ça marche, quel est ton retour. Attends, on fait quelque chose de beaucoup plus pratique. Moi, je voudrais éveiller la conscience des gens, planter la graine. Ok, donc avant de lancer mon grand projet, qu'est-ce que je fais ? Je toque aux portes, à 2 portes, et puis je teste le truc, c'est ça un peu ? Alors là, par contre, ce que je te conseillerais, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est de faire une sorte d'étude de marché via un Google Form, par exemple, et de l'envoyer sur les réseaux d'entrepreneurs ou ton réseau personnel. Okay. En général, il y a beaucoup de réponses, ça marche relativement bien. Et l'autre intérêt de faire ça, évidemment, c'est de terminer le petit questionnaire par, si vous êtes intéressé, laissez vos adresses mail. Comme ça, toi, ça va te permettre d'office déjà de renforcer ta base de données avec des gens qui sont a priori intéressés par ton projet. Ok, mais les adresses, je les prends où ? Alors, les adresses, tu ne les prends pas, tu vas lancer ton questionnaire via les réseaux sociaux et via des réseaux d'entrepreneurs. Donc, il en existe beaucoup, beaucoup en Belgique. D'accord. On les met en général sur les réseaux d'entrepreneurs. Ok. Voilà, comme ça, c'est plus concret pour moi. Parce que t-shirt, oui, ça me parle, mais pas tellement, tu vois. Merci beaucoup, Nathalie. Adeline, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, toujours dans cette notion de complémentarité, là où on va mettre une surcouche sur le business model, c'est qu'on va aussi un peu parler du côté émotionnel. Donc, en fait, on lit toujours très fort ce qui est pour nous indissociable, c'est le projet et le porteur de projet. Oui. Il ne faut pas l'oublier, lui non plus, et de voir où est-ce qu'il en est, lui, par rapport à son projet. Oui. Et donc, de bien analyser dès le départ, c'est quoi ses craintes, ses peurs, ses angoisses, manque de confiance, etc. Et aussi, tout ce qu'il a envie de faire, s'il a le côté un peu baguette magique de, OK, si on lâche la créativité, jusqu'où tu veux aller, c'est quoi finalement ton rêve vraiment ? Si tout est possible, de la plus petite échelle ou à la chose la plus folle, d'aller à l'international, peu importe. Ça, on fait aussi un gros bilan sur ça. Et on le lit, en fait, dans le business model pour savoir aussi quel chemin est-ce qu'on va emprunter. D'accord. Et donc, si vous avez un client ou une cliente qui manque de confiance ou a le problème, notamment chez les femmes, du syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que vous faites avec une personne comme ça ?
Alors, c'est souvent, effectivement, naturellement, notre clientèle s'est fait très féminine. Et donc, du coup, c'est une problématique qu'on croise assez régulièrement, pour pas dire tout le temps. Voilà, tu l'as dit pour moi. Et donc, effectivement, c'est déjà important de poser les bases, de savoir d'où ça vient, parce que ça vient pas toujours de la même chose pour tout le monde. Et puis, on a justement une formation sur ça, déjà pour détricoter un petit peu c'est quoi l'estime de soi, c'est quoi la confiance en soi, c'est quoi le charisme, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça, travailler sur cette partie-là. Et c'est vous deux qui faites ça ou vous faites venir C'est essentiellement moi. C'est toi, ok. Et puis, Nathalie, des fois, intervient, bien sûr, à certains moments. Avec, voilà, on a développé des petits outils, essentiellement, en fait, pour aller vers soi, j'ai envie de dire. Donc, c'est de nouveau apprendre à bien se connaître. Et plus on se connaît, plus on va gagner aussi cette confiance en soi. Okay. Et donc, il y a différents petits outils qui vont être donnés, qui vont permettre de faire gonfler cette confiance, de détricoter des fois des petits points qui sont gênants pour faire avancer le projet. Waouh, oui, Nathalie, tu veux dire quelque chose ? Oui, et juste aussi ce qui les ancre en général quand elles ont ce syndrome, et bien évidemment, c'est de travailler de manière très concrète sur le business model et sur le plan financier, avec un horizon à 3 à 5 ans, ce qui va les asseoir dans leur projet et leur donner aussi confiance, puisqu'il y a souvent aussi la peur de rater. Et aussi, on travaille beaucoup sur un système de crash test sur les projets. Donc, ça fait un peu peur, mais c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on va pousser les porteurs de projets, une fois qu'on a fait le business model, une fois qu'on a construit un peu le projet, on va pousser le porteur de projet en disant « Oui, mais si ça rate, si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, l'idée, c'est que le porteur de projet envisage quand même un plan B. Et en fait, ce plan B, ça va être une sorte de filet de sécurité pour lui, qui va lui permettre de lui donner suffisamment confiance pour aller plus haut et pour transformer son rêve en réalité. Waouh. En fait, j'aime vraiment beaucoup Bloom in Progress parce que, évidemment, je parle d'expérience personnelle et de ce que j'ai vu autour de moi. Les femmes, souvent, on se lance en entrepreneuriat et on nous donne tout de suite des outils pour faire ci, pour faire ça. Si on donne ça à un homme, ça marche parce qu'ils n'ont pas du tout la même philosophie que nous. Nous, on n'a pas besoin d'outils. Enfin, en tout cas, pas que ça. Parce qu'il y a tout un bagage, il y a une charge mentale, il y a le syndrome de l'imposteur dont j'ai parlé, il y a « Ah oui, mais je vais rater, alors il faut encore que je me forme ». Alors on passe beaucoup de temps à se former, à s'informer. Et donc j'aime beaucoup cet aspect de penser que le porteur de projet est un être humain et qu'il peut avoir tous les outils qu'il veut. Mais s'il manque de confiance, il ne va pas poser les actions. Même si vous lui expliquez par A plus B que le plan financier fait ceci, fait cela, il ne va juste rien en sortir. En tout cas, pour moi, c'était mon cas. J'ai eu des business coachs qui m'ont expliqué les choses en long et en large. Mais je n'étais pas suffisamment consciente à l'époque pour leur expliquer que je comprends concrètement ce que vous me dites. Mais il y a autre chose au niveau de mon ventre, enfin je touche mon ventre ici, qui m'empêche en fait de faire ce que vous êtes en train de m'expliquer. Et enfin voilà, donc il n'y a pas vraiment eu une vraie collaboration. Et ça, je trouve souvent dommage Et là, quand je vous entends parler, ça me touche très fort et je me dis, tiens, on a englobé l'humain dans l'outil. Ouais. Parce que souvent, on donne l'outil, mais on oublie que qui est-ce qui va utiliser cet outil ? Est-ce que cette personne est prête à utiliser cet outil ? Et là, j'entends que vous pensez à ça. Donc, merci beaucoup. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter qui aurait... Non, effectivement, c'est vrai que oui, pour nous, c'est indispensable. Et c'est vrai qu'on se voit toujours en travaillant. Des fois, c'est l'une qui prend l'un à l'autre et on travaille toujours sur le projet. Et puis celui qui porte le projet, donc sur l'humain et sur le projet. Et les deux doivent avancer ensemble parce que des fois... Le projet avance et puis en fait la personne elle a encore un step derrière. Oui, c'est donc, ça va pas. Ou alors finalement la personne avance mais du coup le projet n'avance pas et donc soit elle va changer de projet. Donc il faut vraiment réussir à avancer step by step. En restant aligné. Oui, exactement. C'est super important. Donc... Oui, Nathalie. Et la chose que je voudrais ajouter, c'est que c'est vrai que quand on accompagne, on a tendance assez vite à appeler aussi évidemment nos porteurs de projets régulièrement entre deux accompagnements, juste pour prendre un peu, tâter la température, les rassurer, avoir juste un petit échange avec eux. Et c'est vrai que du coup, ils se sentent quand même beaucoup plus soutenus, pas lâchés. Oui, absolument. C'est important pour nous. Oui, Alors moi j'aime bien graphiste.
Graphiste, ça fait quoi un graphiste avant de clôturer l'interview? Ça dessine un peu. Oui. Je suis graphiste et illustratrice à mes heures perdues, parce que ça, je le fais plutôt pour moi. J'ai une autre page sur les réseaux sociaux, vraiment juste pour partager ce que je fais. Et donc, un graphiste, ça crée du contenu visuel essentiellement, ça crée des identités graphiques. Okay. Donc, l'identité d'un projet, mais aussi de son porteur, d'où l'intérêt de relier les deux aussi et d'être aligné avec les valeurs du porteur de projet, avec le projet, de coller au secteur. Il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Okay. Et de décliner tout ça de manière cohérente sur différents supports, qu'ils soient imprimés, digitaux, parce que de nos jours, ça s'est démultiplié. Oui. Et donc de veiller à la cohérence, au respect des valeurs du porteur de projet. D'accord. D'avoir une partie esthétique très importante, mais avec un objectif derrière. Ça ne doit pas juste être beau, ça doit être efficace aussi. On doit comprendre le message et ce qu'il y a derrière. Ouais. Moi, mon livre est presque fini. J'aurais besoin d'une mise en page. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Avec grand plaisir. Je profite pendant que tu es là pour poser la question. Merci beaucoup Adeline Ticard. Merci beaucoup Nathalie Arnoux. Bloom in Progress. Franchement, ça me touche très fort ce programme-là, cette entreprise-là. Ça me touche. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. Amina Ndam, coach en numérologie, top chroniqueuse dans Femmes Style Inspiration, a une question pour Bloom in Progress. Oups, mon micro. Oui, j'avais une question et tout. C'est tellement intéressant ce que vous avez partagé et tout. Et c'est aussi, on sent une différence avec ce qu'on a l'habitude de voir sur le marché, comme disait Martine. Ma question, ça veut dire quoi, Bloom in Progress? Une chouette question. Alors, on a fait tortiller notre esprit dans tous les sens pour trouver le nom qui allait matcher, qui allait nous plaire à toutes les deux. C'est comme quand tu as un enfant et que tu dois tomber d'accord sur le nom. Pourquoi Bloom? Parce que Bloom, ça a plusieurs significations, en fait, si tu en fais la traduction. Donc, c'est à la fois le côté la floraison, donc on est dans le côté un petit peu botanique, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est aussi l'épanouissement, en fait. D'accord. Et l'épanouissement, c'est quelque chose qui est au cœur vraiment de nos accompagnements, c'est de pouvoir s'épanouir professionnellement, personnellement. Enfin, en fait, on ne fait pas de différence, juste s'épanouir tout court dans la vie, peu importe ce qu'on fait. Et donc, c'est un travail, je crois, constant. Et donc, du coup, in progress. D'accord, ok. Merci. Avec plaisir. C'est bon, il y a d'autres questions Moi, je voulais juste vous remercier encore une fois pour cette présentation. Je trouvais que la notion de sororité, en fait, ressortait beaucoup de votre projet et le fait d'inclure l'émotionnel et les sentiments et redonner la place, en fait, à la personne dans son projet. Voilà, je trouve que c'est encore, je sais pas, c'est d'une solidarité, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Quelqu'un? Oui, juste peut-être pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Alors, en tout cas, toutes mes félicitations à Nathalie et à Adeline. Je suis vraiment très admirative du parcours qu'elles ont fait. C'est impressionnant et ce qui attire le plus mon attention, comme l'a dit tout à l'heure l'une des chroniqueuses. Amina? Non, plutôt... Eva alors? Eva, voilà. Comme l'a dit plutôt Eva, c'est vraiment unique. C'est un projet complètement unique parce qu'il met ensemble le porteur du projet, puis le projet. Et puis, c'est justement quelque chose qui essaye de donner de la place aux deux, ce qu'on ne voit pas très souvent. Et justement, je pensais que ça devait faire un très grand éventail de compétences. Et je vois que les deux entrepreneurs, elles offrent toutes ces compétences et c'est juste fantastique. C'est top, hein? Ouais. Ce que j'ai retenu de ce que vous offrez, surtout de vos méthodes, c'est la méthode Pomodoro.
parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je ne sais pas faire cette pause et c'est quelque chose que je voudrais bien essayer et voir comment ça marche pour moi. Ok. Merci. Merci Marlise, merci Adeline, merci Nathalie. Vous restez avec nous pour la suite? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ok. Alors, nous sommes sur Radio Campus avec les top chroniqueuses. Aujourd'hui, notre thème, c'est la gratitude. Qu'est-ce que vous entendez par gratitude? Est-ce que quelqu'un veut donner une définition de gratitude ou une explication ou ce que la personne entend par gratitude? Je suis avec Catherine Leroy, coach en Feng Shui occidental. Oui, et décothérapie, décodant notre intérieur. Je suis avec Eva Prévota, qui est étudiante. Elle apporte une touche de fraîcheur ici, avec toutes les vieilles qu'il y a autour. J'adore. Merci. J'ai peut-être menti sur mon âge. Qui sait. Possible. Et puis, en ligne, nous avons Marlise Soptafo, qui est nutritionniste et qui vit aux Fidji. Voilà qui nous avons aujourd'hui. Donc, la gratitude. Quelqu'un fait un bruit avec un meuble qui tape, qui résonne, vous l'entendez ou pas? Il y a un truc qui revient. Ok, je l'entends plus, c'est bon, on continue. La gratitude. Qui est-ce qui veut se lancer, Catherine? Oui, je veux bien. J'ai ma petite définition perso, qui est plutôt pratico-pratique, comme j'aime bien le dire. Alors moi, la gratitude, c'est ce en quoi ou à qui j'ai envie de dire merci chaque fois que je me couche et chaque fois que je me lève. Donc ça peut être une personne rencontrée récemment, une formation qui m'a bien plu, un événement, un voyage, une lecture, voilà, plein de choses. Donc ça, c'est ma petite définition perso que j'associe dans mon travail de coach en Feng Shui, évidemment, dans une zone bien particulière de la maison. Ça, on pourra revenir après. Tout à l'heure. Ouais. Eva, tu veux dire un mot là-dessus? Oui, je dirais que la gratitude, c'est redevenir sensible à l'extérieur. Se dire que le bruit des vagues, c'est assez fou. Que, en fait, on peut être dans la gratitude tous les jours de notre vie, mais on ne se rend plus compte de la chance et des opportunités et de toutes les possibilités qu'on a autour de nous. En français, on parle de on dit avoir de la gratitude. Oui. Alors qu'en anglais, on parle de be grateful for. Ouais. Et je crois que le mot en anglais me convient le mieux parce que c'est vraiment être, c'est avec l'être. Amina? Alors, la gratitude. J'aime beaucoup ce mot. Je l'ai découvert un peu tard. À l'âge de 33 ans, et donc je me suis dit, mince, pourquoi on ne m'a pas enseigné ça à l'école? Et donc pour moi, la gratitude, c'est simplement le fait d'être reconnaissant. Et quand on parle de reconnaissance, ce n'est pas simplement quand tout va bien, c'est le fait d'être reconnaissant pour tout. Quand tout va bien et quand tout va mal, on est en gratitude et c'est parfait. Ok. Marlise? Oui. Alors, la gratitude pour moi, c'est... je pourrais dire que c'est célébrer ce qu'on fait pour nous, pour nourrir nos besoins. C'est aussi célébrer ce qu'on fait pour les autres. Ok. Super. La gratitude, les deux invités, si vous voulez, hop in, pop in, quand vous voulez, comme vous voulez. Hein, vous êtes les bienvenus. Moi, je dirais que c'est... apprendre à célébrer des fois les plus petites choses de la vie. Ça peut être, oui, effectivement, le bruit des vagues, ou un joli lever de soleil, des petites choses qui vont mettre un peu de douceur dans nos journées, qui sont des fois... Donc des fois aussi apprendre à ralentir, à savoir apprécier les toutes petites choses. Et puis ce côté optimiste aussi, de se dire, oui, des fois, il y a des jours difficiles, il y a des jours moins bien, il y a des jours très bien, mais quelle que soit la journée, qu'elle soit difficile ou pas, il y a toujours quelque chose de bon à voir. Et c'est pas toujours facile de se concentrer sur le bon, c'est plus facile de se concentrer sur les trucs qui nous font râler. Puis râler, ça fait du bien des fois, mais mais ça fait aussi du bien de se dire, ah mais tiens, ça, aujourd'hui, ça a fait ma journée. Ok.
Je suis assez d'accord avec la définition d'Adeline. Une fois de plus, on est sur la même longueur d'onde. Moi, je trouve aussi que ça... Moi, je l'ai découvert assez récemment aussi, la gratitude, et vraiment la gratitude presque systématique. Je l'ai découvert très récemment. C'est presque une gym, en fait. Ça m'apprend à voir le monde différemment. Et à m'arrêter aussi souvent, ce que je ne faisais pas beaucoup avant. Voilà. Et moi, je suis complètement là-dedans aussi, parce que la gratitude, je la découvre aussi, mais vraiment, il n'y a pas longtemps. Et il y a plusieurs choses qui sont revenues tout à l'heure. La reconnaissance, reconnaître et accepter les bons côtés. Alors quand je dis les bons côtés, c'est pas forcément par opposition à un mauvais côté, mais les bons côtés comme la vague, j'aime beaucoup. Je peux m'asseoir devant la mer, à la plage pendant des heures et je bouge pas et je fais que regarder ça. Ou un lever de soleil, quelqu'un a parlé de lever de soleil. Ou juste, il y a un truc qui me touche très fort en ce moment quand je marche dans les bois, c'est de regarder le vent flirter avec les feuilles. Tu vois, ça bouge comme ça et j'observe le mouvement et tu vois comment la feuille, elle épouse, elle suit. Elle résiste pas. Si le vent va à gauche, elle va à gauche. Si ça va à droite, elle va à droite. Et c'est juste très beau. Voilà, la gratitude pour moi, c'est ça. C'est d'être là à ce moment-là et de dire je suis en vie, je respire. Tu vois, je suis entourée de toute cette beauté. Mais je la voyais pas avant. Et quand je dis avant, c'est pas genre il y a 10 ans. Non, genre il y a même pas un an, tu vois. Et c'est juste, c'est incroyable de pouvoir avoir ce regard-là. Et Nathalie a dit que ça transforme. Oui, moi, ça m'a transformée. Parce que je pose un regard complètement différent sur la vie maintenant et sur moi par ricochet. C'est très puissant, la gratitude. Oui, Catherine. Oui, je rebondis sur ce que tu dis parce que être dans cette énergie de gratitude... Eh bien, ça peut même nous arriver d'être en gratitude quand on réalise une tâche qu'on n'a pas forcément envie de faire. Tout à fait. Donc, il m'est arrivé récemment, pour donner un petit exemple rigolo, d'être en gratitude, d'être tout simplement levé le matin, être en vie, respirer pendant que je pliais mon linge, Martine. Donc voilà, je me suis retrouvée avec ce sentiment. Je me suis dit waouh. Et je l'ai aussi découvert très tard, à 42 ans. Donc, et c'est un peu la gym, comme disait Nathalie. C'est un peu un entraînement. Oui. Et après, on voit vraiment les choses tout à fait différemment. Complètement. Parce que, en fait, je ne sais plus qui l'a dit, l'une de vous l'a dit, on est en mode mais ça va pas, je vais manquer de ceci, je vais manquer de ça, mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela. On est tout le temps en mode comme ça. Et en plus, la société, j'ai l'impression qu'on encourage vraiment ça. Genre, si tu veux parler des choses autres que ça, tout le monde te dit oui, mais tu veux te la jouer, genre, t'as jamais de problème, tu vois. Donc, on est souvent en mode tout ce qu'on n'a pas, ou tout ce qui manque, ou tout ce qu'on aimerait avoir, et en boucle, comme ça. Et du coup, on passe à côté. Je sais pas pourquoi, pendant que je parle, je pense à un chant. Vous savez, les coqs qui chantent le matin. C'est très beau. Les oiseaux, ce matin, j'ai fait une petite vidéo pendant ma marche du matin. Et les oiseaux, mais j'avais presque les larmes aux yeux. Il a plu hier toute la journée et presque toute la nuit. Et alors, le matin, la nature était juste en gratitude. C'était joyeux. Tu voyais les feuilles, elles avaient cette couleur vert d'eau comme ça qui était... Elles disaient juste, oh merci d'avoir eu la pluie, tu vois. Et les oiseaux, tu les entendais. Et c'était pas comme les autres jours. Enfin, il y avait c'était juste énorme. Voilà. Ok, je vais pas pleurer. Mais c'est des choses que je pouvais pas voir avant. Les choses toutes simples, c'est vrai. Ouais. On est trop conditionné à voir le bling-bling ou les choses inatteignables parfois, qui mettent dans des situations compliquées, alors qu'on a tout autour de nous et en nous pour se situer mieux dans la vie, quoi. Effectivement aussi. Marlise. Effectivement. Ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est avoir la gratitude pour moi-même. Donc, ce que je faisais et j'ai toujours fait, c'est avoir la gratitude. Ma gratitude était toujours tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire quand je reçois quelque chose. Ok. J'avais
uniquement tendance à célébrer à l'extérieur. Quand je reçois quelque chose de quelqu'un, je célèbre et je dis vraiment merci du fond du cœur. Mais récemment, j'ai appris à avoir de la gratitude pour moi-même, ce que je ne savais pas faire. C'est-à-dire que, célébrer ce que je fais pour mon besoin. Parce que j'ai des besoins, des besoins de cohérence avec mes valeurs, des besoins d'équilibre, enfin, toute une panoplie de besoins. Et quand j'arrive à satisfaire ces besoins, je ne savais pas me dire merci. Je ne savais pas être reconnaissante envers moi-même pour ça. Pourtant, c'est quelque chose de fondamental et je pense que si on n'a pas de la gratitude envers soi-même, c'est un tout petit peu compliqué d'avoir pleinement de la gratitude envers les autres et de même voir ce qui crée cette gratitude, ce qui crée cette gratitude envers les autres. Nathalie, tu voulais dire quelque chose, je pense. Non, mais je voulais juste ajouter que je l'ai découvert donc pour moi-même. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Marlise. Et je voulais juste ajouter que j'ai poussé mes enfants, mes 2 filles qui rentrent dans l'adolescence, un âge un peu compliqué, à tenir un journal de gratitude. Et je trouve que ça les a vraiment changés, ou en tout cas ont changé leur regard sur la vie, leur regard quotidien. Et je remarque à quel point ça a été fort aussi pour elles et à quel point ça a marché sur elles. Ouais. Ouais, c'est vraiment très, très, très puissant. Eva, tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais ajouter à ce journal de gratitude que pour moi, la gratitude se retrouve également dans les mots que l'on utilise. Et plutôt que de dire qu'on a des devoirs permanents, je dois plier le linge par exemple, se dire que je choisis de plier le linge parce que j'aime quand ma maison est propre par exemple, ça donne une autre énergie exactement. Et le journal de gratitude, je crois qu'il est beaucoup utilisé dans les pays nordiques. Et tous les jours mettre une petite phrase pour dire qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée. Ben voilà, je crois que c'est la Norvège, les pays les plus heureux du monde. Bon ben voilà, le journal de gratitude, on sait d'où ça vient. Ah, on commence à avoir des questions. On peut y aller maintenant. Après, on fera une pause. Alors, j'ai une auditrice qui dit comment je peux faire pour que la gratitude devienne un acte de mon quotidien ? Parce qu'il y a pas mal d'entre nous qui en ont parlé en tant qu'acte quotidien. À vous entendre parler, cela augmente, amplifie ce que je reçois, mais j'ai quand même plus tendance à regarder ce que je n'ai pas obtenu ou pu faire que le reste. Comment on fait pour rester dans la gratitude au quotidien ? Alors, je vais bien répondre. Oui. Comme je disais, pendant longtemps, j'ai été un peu comme cette personne et tout. Je ne voyais que le mauvais côté des choses. En fait, tout ce qui allait mal, je me focalisais là-dessus, que ce soit par rapport à mon couple, que ce soit par rapport à mes enfants et tout. C'était toujours rien ne va, vous ne faites jamais ceci, le sol est toujours sale et tout. Et un jour, j'allais au travail. Donc, je descends de mon immeuble et je passe devant la boulangerie. Et il y a juste une dame qui est assise par terre. Elle a un bébé dans les mains et elle demande de l'argent. Ouais. Et elle a une espèce... Le bébé, il n'est pas du tout bien couvert. Donc, le bébé, il a froid. Et elle est là, comme ça, elle me dit de lui donner de l'argent. Et là, tout d'un coup, je ne sais pas, c'était comme un éveil de conscience. Et je me suis dit, oh Amina, toi, tu as un toit, tu as une maison, tu as un travail, tu peux t'acheter 100 baguettes, tu peux faire ça. Et tous les jours, tu te plains, regarde juste cette dame qui est assise par terre. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé vraiment à être reconnaissante en fait pour la vie que j'avais, et tous les matins en me levant, j'avais juste ce côté merci d'être en vie, merci de pouvoir respirer, merci de poser les pieds par terre, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu voir ça. Et donc du coup, tous les jours en me levant le matin, la première des choses, c'est dès que j'ouvre les yeux, je dis je suis encore là aujourd'hui, merci. Et je regarde à travers ma fenêtre, comme tu disais tout à l'heure, les arbres et tout. Et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure avec mes filles. Pendant le premier confinement,
on s'est fait tous les soirs, en fait, une soirée de gratitude. C'est-à-dire, tous les soirs, avant de dormir, on se retrouve un petit cercle de filles comme ça. Qu'est-ce qui t'a plu? Chacun doit donner ses 5 gratitudes. Et j'ai toujours une de mes filles, Jade, qui dit souvent, mais maman, il n'y a pas que ce qui s'est bien passé. Hein. Moi aussi, j'ai des gratitudes pour ce qui ne s'est pas bien passé. Est-ce qu'on peut faire ça? Et donc, du coup, c'est un moment vraiment convivial. Et je pense que le fait de le faire au quotidien, à un moment, on va commencer à se rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites choses, en fait, qui sont gratifiants. Et ça aide comme ça. Voilà. Ok. Catherine. Oui, c'est comme Amina vient de dire, c'est un peu, comme on disait tout à l'heure aussi, un entraînement. Oui. C'est un peu comme si, à force de voir les choses autrement, les plus petites choses qui soient, hein, donc plus positives, et plutôt que de râler, parce que moi aussi, j'étais vraiment une grosse râleuse. Voilà. Moi, par exemple, par rapport à Amina, c'était plutôt le soir, puisque j'avais des grosses difficultés pour m'endormir. J'avais tendance à ruminer mes journées, et évidemment, tout ce qui était noir sortait bingo, et je ne voyais pas le positif. Et donc, j'ai effectivement aussi commencé des petits exercices le soir avant de m'endormir, 3 choses gratifiantes, etc. Et donc, j'ai commencé aussi, comme Nathalie, à inculquer ça à mes enfants, mes filles. Et aussi, en fait, je prends l'exemple de tout le monde parce que je l'ai vécu aussi, de dire le soir, allez, quand je mets ma couette, Kat, t'as un toit, tu dors à côté de ton mari, vous vous adorez, tes enfants sont en bonne santé. Et c'est vraiment comme ça... Voilà, après avoir traversé le noir complet, de la plus petite chose... Un chant d'oiseau, mon chat qui vient sur moi, une pelouse toute verte comme ici. Je suis arrivée à l'ULB, j'ai vu le jardin. J'ai dit waouh, venir ici, constater par rapport à l'hiver que tous les arbres sont verts, les fleurs, etc. Rien que ça, d'ailleurs je frissonne, rien que ça, moi, ça me met en gratitude de venir vous rejoindre ici aussi, tu vois. Et c'est toute la journée en fait. Et j'ai donc basculé. Et donc, madame, c'est une auditrice, hein, je pense que... Il ne faut pas que je dise madame si c'est un monsieur. Eh bien, elle peut vraiment commencer cette espèce de bascule, tout doucement, une petite bascule, de dire, tiens, c'est vrai, aujourd'hui, je vais prendre 3 choses, ou si c'est compliqué, une chose, mais un petit événement, Voilà, ça, c'est un conseil que je donne aussi en coaching Feng Shui aux personnes que j'accompagne, voilà, et qui a marché pour moi. Ok. Quelqu'un d'autre veut donner un conseil à comment faire pour... que la gratitude devienne un acte au quotidien? Aline et moi, on est assez convaincus de la puissance des habitudes. Et on pense aussi que ça doit devenir vraiment une habitude. Et pour devenir une habitude, ça doit devenir une gymnastique pendant, on dit en moyenne, 60 jours. Donc, il faut faire des exercices qui sont bien structurés, à des heures fixes de la journée. Et puis, un jour, ça deviendra vraiment une habitude. Ce sera plus sous forme d'exercice. Mais pour moi, il faut vraiment entraîner l'habitude avant qu'elle arrive. Ok. Alors, gratitude. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Tu as plus ou moins dit ce que je voulais dire. En plus, j'étais en train de chercher le nombre de jours pour l'habitude, donc tu m'as bien aidée. Mais effectivement, c'est un peu comme la motivation. On dit que c'est un muscle qui doit s'entraîner. Je crois que la gratitude, c'est pareil. C'est aussi un muscle qu'on ne connaît pas bien et qu'il faut apprendre à entraîner au quotidien. Et plus on l'entraîne, plus ça devient facile. Et effectivement, c'est intégré complètement. Et alors après, ça devient naturel. On n'a même plus besoin d'y penser. Marlise, tu voulais ajouter quelque chose? Ah, elle n'est plus là, Marlise. Oui, si, je suis là. Oui, je suis là. Ouais, j'étais en train d'enlever le mute. Oui, je pense que les autres filles ont dit l'essentiel par rapport à tenir un journal. Déjà, observer ce que l'on fait pour soi de bien et observer ce que l'on fait aussi pour les autres de bien. Tenir un journal, ça aide. Moi, je n'ai jamais tenu un journal, ça ne fait pas partie de mon expérience. Ce que je fais d'habitude, c'est que les matins, quand je me lève, parce que je suis chrétienne, je prie et le début de ma prière, c'est toujours déjà remercier Dieu de m'avoir, du souffle de vie que j'ai, de tout ce que j'ai, de ma maison, de mon toit, de ce que je peux manger, de ce que je peux juste être. Ça, c'est la chose que je fais au quotidien à travers des prières. Et aussi, la répétition, comme Eva l'a dit, c'est à force de répéter,
il y a des automatismes qui vont se mettre en place et qui vont remplacer les autres. Et c'est comme ça qu'on va finir par penser même la gratitude qu'on est en train d'exprimer, parce qu'on ne pense pas toujours cette gratitude. On le fait parfois de façon juste automatique, sans vraiment le penser. Quand on dit merci, sans le penser, ce n'est pas la même chose qu'un merci qu'on pense du fond du cœur. Il n'a pas le même impact dans notre un système nerveux. Il ne produit pas ces hormones de bien-être que la vraie gratitude qui vient du fond du cœur produit. Mais je vais peut-être revenir là-dessus un peu plus tard. Tout à l'heure. Ok, je vais un peu jouer l'avocate du diable. Donc la gratitude, je pense que c'est Amina qui a parlé de ça, qui a parlé de gratitude parce qu'elle a croisé quelqu'un qui souffrait. Il y a quelqu'un que j'écoute beaucoup en ce moment, parce qu'à chaque fois qu'il dit quelque chose, ça résonne vraiment très fort, un peu comme le Pomodoro, c'est Eckhart Tolle. Et donc lui, il dit que nous avons conceptualisé la gratitude, et moi je suis super d'accord avec lui, mais pas seulement la gratitude, beaucoup de choses que nous avons conceptualisées, et donc du coup nous ne les vivons pas, mais revenons sur la gratitude. Donc il dit que la gratitude, comment est-ce que certaines personnes apprennent la gratitude? C'est par exemple quand les parents disent à un enfant « finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim ailleurs » ou mais moi j'ai de la chance parce que j'ai la vie que j'ai, je devrais être en gratitude par rapport à quelqu'un d'autre qui n'a pas cette même vie. Mais en fait, on n'est pas dans la gratitude au sens de la gratitude, on est dans la comparaison, on est dans la culpabilité. Marlise parlait de gratitude qui vient du fond du cœur. Moi je parle de gratitude alors c'est pas consacré, c'est incarné. Ça part pas forcément dans cette conceptualisation de l'autre souffre. Je bâtis ma gratitude sur la souffrance de quelqu'un d'autre. Alors Eckhart Tolle dit qu'il faut qu'on arrête de faire ça parce qu'on ne peut pas construire sa gratitude sur la souffrance des autres. Et observons ce qui se passe, observons par exemple le souffle. Je respire, je suis en vie. Je sais pas, il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça aussi autour de la table. Je respire, je suis en vie, je me lève le matin, je me réveille. Amina a parlé de ça. J'ouvre les yeux, je suis encore en vie. Je suis en gratitude, pas la conceptualisation. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. Le thème aujourd'hui, c'est la gratitude. Est-ce que je suis dans la gratitude? Est-ce que je sais ce que c'est que la gratitude? Alors, on a évoqué pas mal de choses. On a parlé de la reconnaissance. Je suis reconnaissante d'être en vie. On a parlé de... si je regarde autour de moi, il y a des choses... Je respire, je suis en vie. Catherine a parlé de Feng Shui. Elle va nous dire peut-être un peu plus tout à l'heure par rapport à la gratitude. Marlise a évoqué la sécrétion d'hormones de bien-être et elle a dit qu'elle allait aussi dire quelque chose par rapport à ça. Donc, on continue. Je pense qu'on a donné pas mal de réponses à notre auditrice tout à l'heure. Et puis, on va voir. Il y a une autre question qui arrive aussi. On verra si on a le temps d'avoir cette question-là. Qu'est-ce qui veut commencer? Catherine? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, quand je dis aux personnes que j'accompagne, il y a une zone dans la maison où... on n'a pas l'habitude d'aller investir, je veux dire, notre personnalité. C'est peut-être une pièce où on n'a pas l'habitude d'aller, de s'investir. Et je remarque souvent dans mes analyses que c'est la zone aide extérieure en Feng Shui occidental. Et comme je dis, c'est souvent la zone où à quoi ou à qui on a envie dans notre existence, dans le moment présent, de dire merci. À quoi on a envie de dire merci, à qui, comme je disais tout à l'heure, une rencontre, une lecture, une formation, etc. Ou à soi-même aussi, pourquoi pas, c'est vrai. Mais là, je vais plutôt aller travailler une autre zone de la maison. Et donc, pour les personnes qui nous suivent, la zone aide extérieure, elle se situe
plus à droite quand on rentre chez soi. Donc par rapport à la porte d'entrée, c'est vraiment la zone, et je vois qu'on réfléchit ici au studio, c'est rigolo. Moi, c'est mon salon. Voilà. Et moi aussi, chez moi, c'était mon salon, et c'était vraiment un endroit où j'arrivais vraiment pas à me poser. J'avais énormément de mal, et lors de mes formations, on est venu à se poser la question, mais finalement, est-ce que tu es une personne qui arrive à remercier, à dire les choses ou demander tout simplement de l'aide quand ça ne va pas, hein. Donc moi, j'explique ça à mes coachés quelque part. Et une fois que j'ai commencé à comprendre que j'avais vraiment du mal, premièrement, à demander de l'aide, mais aussi à prendre conscience que j'en recevais peut-être plus que je l'imaginais, tout a changé. J'ai su vraiment investir cette pièce, me reposer davantage, etc. Donc, j'essaye vraiment dans la façon dont je transmets le feng shui occidental, d'aller à la découverte de cette zone aide extérieure, évidemment aux autres zones aussi, mais je pense qu'elle a son importance par rapport à l'éducation qu'on a reçue. Alors, voilà. Si je comprends bien, Catherine, Oui. tu veux dire que quand on entre la pièce à droite, Le si on a plus à droite de la maison. le plus à droite. Ouais, vraiment l'extrémité droite de la maison, enfin par rapport à la porte d'entrée. Donc, ça dépend un peu évidemment par où vous rentrez. Ça, moi comme ça, je ne sais pas le dire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par cette pièce-là ou cet endroit-là? Donc si on a des tensions, des difficultés avec cet endroit, ça veut dire qu'on n'est pas dans la gratitude. Ça veut dire qu'on a en tout cas l'énergie de cette zone qui vient nous envoyer un message, de voir un peu, est-ce que il n'y a pas premièrement un petit peu de désordre dans cette zone? Est-ce que la luminosité, tout va bien? Est-ce que j'investis? Est-ce que je sais me poser? Est-ce que j'ai décoré? Qu'est-ce que j'ai été maître finalement? Et là, voilà, moi je travaille beaucoup comme ça, à venir poser des petites choses en conscience de ce qu'on est occupé de développer par rapport à l'aide extérieure et à soi-même aussi. Parce que j'invite beaucoup de personnes à toujours se poser des questions par rapport à leur propre façon de fonctionner, comme on dit dans notre société, mais d'être et de faire, quoi. Voilà, ça c'est surtout très important. Amina? Je ne sais plus s'il y avait une autre question. Je sais que Marlise, tout à l'heure, elle a parlé d'un élément, en fait, qui m'interpellait aussi. Moi, je parle plus de la gratitude opérante. La gratitude opérante, comme tu disais tout à l'heure, on est très nombreux à se dire, à conceptualiser en fait cette gratitude où on dit merci, mais ça reste vraiment quelque chose de très superficiel. Et donc du coup, la gratitude opérante, en fait, comme Alice disait tout à l'heure, c'est vraiment cette gratitude qui va au plus profond. Ça veut dire qu'on le ressent. Quand on dit, je suis vraiment reconnaissante, comme elle disait tout à l'heure, Catherine, pour cette pelouse, ou quand tu disais tout à l'heure, les feuilles qui épousent en fait le mouvement du vent, c'est-à-dire on le ressent jusqu'à ce que ça te donne des larmes. Ça, c'est vraiment une gratitude opérante. Ça veut dire ça va chercher vraiment dans nos tripes et parfois ça nous donne même la chair de poule. Oui. Et quand on pousse même cette gratitude opérante, c'est vraiment un élément qui peut même nous guérir. Et moi, dans mon cas, je peux dire que la gratitude m'a vraiment aidé à sauver mon couple parce que maintenant, de me mettre en fait à être vraiment voir les choses en fait que mon mari pouvait faire de bien et ne pas toujours me concentrer par rapport à ce qui n'allait pas, c'était vraiment d'aller petit à petit, à chaque fois j'avais cette reconnaissance, en fait, cette reconnaissance profonde, je sentais en fait des changements, de transformation. Et comme je disais, c'est vraiment la première chose que j'ai découvert sur le chemin de développement personnel, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a guéri, quoi. Ouais. Et c'est vraiment profond. Ouais. Je dirais aux personnes, voilà, c'est pas simplement de dire merci ou je suis reconnaissant en restant superficiel, ou quand on tourne le dos, en fait, on commence à dire les choses qui viennent encore saboter cette gratitude. C'est vraiment, c'est vraiment d'être, quand on est dans la gratitude, comme je disais tout à l'heure, ça va bien, ça va mal, on reste dans cet état, on est reconnaissant, on approfondit jusqu'à ce qu'on connecte vraiment avec cette gratitude, et c'est vraiment quelque chose qui peut on l'incarne. aider. Ouais, on l'incarne. Ça, c'est très puissant.
Et les scientifiques, les neuros, je sais pas quoi, ils expliquent aussi ce genre de choses scientifiquement. Évidemment, je suis pas scientifique. La scientifique ici, c'est Marlise. Donc, vas-y, donne-nous une explication liée. Comment, en incarnant la gratitude, ça transforme la vie. Oui. Alors, je vais juste prendre l'exemple d'une recherche qui est récente. Enfin, elle est pas si récente que ça, elle est de 2015. C'était sur la gratitude. Alors, les chercheurs américains ont pris un tiers de personnes qui ont fait partie de l'étude. Ils ont été invités à tenir un journal quotidien des événements survenus au cours de la semaine pour lesquels ils étaient reconnaissants. Donc, ils ont pris un autre tiers qui a été invité à noter toutes les limitations ou événements quotidiens qui leur avaient déplu. Et on a demandé au troisième tiers, je ne sais pas si on dit troisième tiers, mais en tout cas, on a demandé au dernier tiers du groupe, d'écrire des situations et des événements quotidiens sans mettre l'accent sur l'attachement émotionnel, que ce soit positif ou bien négatif. Et à la fin de l'étude, qui a duré à peu près 10 semaines, dont chaque groupe a été invité à enregistrer ce qu'il a ressenti physiquement et en général par rapport à la vie. Donc, le groupe de gratitude a déclaré se sentir plus optimiste et positif au sujet de la vie que les autres groupes. Et en plus de ça, d'ailleurs, le groupe de gratitude était plus actif physiquement et a rapporté moins de visites aux médecins que ceux qui n'ont écrit que sur leurs expériences négatives ou bien ceux qui n'ont pas que le troisième groupe. Alors, il y a ce que je retiens ici, c'est que quand on a de la gratitude, c'est-à-dire quand on ressent de la gratitude qui vient au plus profond de nous, il y a des choses qui se passent, il y a des modifications durables qui se passent dans notre cerveau. Et il y a des zones de notre cerveau qui sont stimulées et qui sécrètent des hormones de bien-être. Et ces hormones de bien-être vont réduire le stress et notre anxiété d'ailleurs. Et évidemment, quand le stress et l'anxiété sont réduits, c'est plutôt le happiness qui apparaît. Donc en définitive, la gratitude nous procure le bonheur et c'est prouvé scientifiquement. Wow. Mais oui, comme je suis pas du tout scientifique, j'ai pas attendu la science pour savoir que depuis que je suis en gratitude, je suis moins en colère aussi, parce que j'étais souvent en colère. Ça c'est parti. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut nous rejoindre en ligne. J'ai pas réussi à voir qui c'est. Il y a quelqu'un d'autre ? Non, la personne n'a pas réussi. Ok, quelqu'un d'autre veut rajouter ? Adeline, je vois que tu... Non, sur la gratitude. Eva ? Eh bien, je dirais que la gratitude, il y a aussi... tout à l'heure, on parlait d'entraînement. Et pour voir la gratitude, on peut regarder les synchronicités qui se passent dans nos vies. Et c'est un peu des petits appels pour nous dire qu'on est sur le bon chemin. Voilà, ça fait toujours... en gratitude d'avoir beaucoup de synchronicité dans la journée. Ça fait un peu... on est une secte, en fait, ici. Hein. C'est pas bien trop fort. C'est un peu extrême, hein, Martine. Oui, mais la secte du bonheur. Ah oui. Mais oui. Ça va, c'est un beau nom. On parle beaucoup autour de la table, on parle beaucoup de la nature par rapport à la gratitude. On parlait tout à l'heure, toi tu parlais du lever du soleil, de la pluie, des vagues. Oui. C'est vraiment une vraie reconnexion à la nature, la mère nature, disons, et peut-être à notre nature la plus profonde. Je ne sais pas si je peux dire ça. Mais... disons que, aujourd'hui, je dirais que quand j'étais pas dans la gratitude, j'allais courir dans les bois. Oui, j'entendais aussi les oiseaux chanter, mais ça me faisait pas pleurer, par exemple. Ok, j'entendais ça, mais ça me touchait pas au point de dire oh merci, mon Dieu, parce que
voilà, les oiseaux chantent, la pluie tombe sur les feuilles, ça tombe, tu entends le bruit de la pluie, c'est magnifique, c'est génial. Quand je courais, j'entendais mes pas qui foulaient le sol. Quand j'ai commencé à pratiquer la gratitude, c'est toutes des petites choses qui me font dire je suis là et il se passe quelque chose de très puissant. Je continue de parler. Je vois qu'il y a sur mon écran, il y a des choses qui bougent, mais s'il y a une troisième personne, une quatrième qui arrive, qu'elle fasse signe. Il y a la vie. Donc la vie, les scientifiques, les créateurs, pas le créateur ou la créatrice du grand tout, mais on est parti de la nature. Nous partons de ce qui existe quand on comprend ça pour créer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Alors, quand j'emploie le terme intelligence, ne tombez pas sur moi. On n'est pas intelligent, nous sommes des êtres de répétition. Qu'est-ce que j'entends par répétition ? Nous avons vu un oiseau voler, on a créé un avion. On a vu un poisson dans l'eau, on est parti de toutes ces choses-là. Alors, aujourd'hui, quand je regarde ça, je me dis, ok, les scientifiques expliquent beaucoup de choses. Les mathématiciens, les informaticiens, on explique beaucoup de choses. Mais il y a les jumeaux qui sont décédés, quand je dis les jumeaux, les deux grands Français là, qui sont morts il n'y a pas longtemps. Dans un de leurs livres, je ne me rappelle plus le titre, ils disent, ok, on explique par exemple le Big Bang, on explique plein de choses, mais il y a un moment où, mais il y avait quoi avant ? Tu vois ? Il y avait quoi avant ? Alors ça, c'est déjà très loin de nous. Revenons sur quelque chose qui est beaucoup plus proche. Un homme et une femme vont se rencontrer, vont faire l'amour, ils vont créer un troisième être. Est-ce que c'est pas énorme ça ? Mais quelqu'un ou quelque chose a mis tout ça en place pour que le spermatozoïde qui va rencontrer l'ovule crée un être humain. Alors allons encore plus loin. Cet être qui est créé, ça va faire, comment on appelle ça ? Les cellules vont se développer. Pour l'instant, c'est pas du tout un être humain. Anyway, au 4e mois, il se passe quelque chose. Et tous les scientifiques, vous pouvez poser la question, vous pouvez googler, tout ce que vous voulez, personne n'arrive à savoir ce qui se passe. À ce moment-là, il se passe quelque chose. La vie arrive dans cet être-là. Donc, on peut expliquer ce qu'on veut, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est juste énorme ce qui est là, ce qui a été créé. Et ça ne dépend pas de nous. Et on passe à côté. Enfin, moi, je passais à côté. C'est juste incroyable. La vie, au 4e mois, la vie arrive. Et ce n'est pas nous qui faisons quelque chose, parce qu'on a toujours l'impression que je dois, j'aime beaucoup Eva disait tout à l'heure, je dois faire quelque chose. En fait, on ne fait rien. Soit nous répétons, soit nous copions, peu importe le mot qu'on veut mettre à ça. Et quand on commence à écouter, quand on commence à observer, on se rend juste compte, en tout cas moi, c'est là où j'arrive aujourd'hui. En fait, je suis juste le produit aussi de cette nature-là. Donc, comme la feuille, si le vent m'entraîne, maintenant, c'est ce que j'apprends à faire. J'appelle ça la danse de l'algue. Donc, si les mouvements de l'eau, c'est pour ceux qui ne me regardent pas et qui m'écoutent juste, je suis en train de danser. Si le vent m'emporte à gauche, je bouge à gauche, je bouge à droite. J'apprends à danser la danse de la vie. Et évidemment, c'est nouveau. Donc, de temps en temps, je rentre en résistance. Et depuis que je suis rentrée d'Espagne, je suis en résistance. Je ne sais pas à quoi, mais je ne cherche même pas à savoir. Et du coup, j'ai une petite énergie comme ça, parce que je résiste à quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais voilà, j'apprends à danser la danse de la vie. Parce qu'elle sait. Et si nous, on lui fait confiance, on saura aussi. Pas forcément dans la réflexion, ou avec un outil, ou avec une méthode, ou avec autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que sinon, je ne m'arrête pas de parler. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose ? Oui, je vais peut-être rebondir sur ce que tu as dit, Martine. C'est vraiment ça, savoir lâcher prise et faire confiance. Et c'est absolument ce que je suis en train d'apprendre maintenant.
Et c'est clair que quand on y arrive, on a une paix interne juste phénoménale. Même quand j'y arrive, même pour une minute dans ma journée, parce que c'est quand même un exercice qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile de désapprendre ce qui est déjà installé, de désinstaller autant pour moi ce qui est déjà installé depuis, je sais pas moi, depuis que je suis née. Mais c'est phénoménal. Par contre, quand on dit, quand tu parles de danser la danse de l'algue, et je sous-entends aussi lâcher prise, se laisser aller, ça pourrait peut-être faire penser que qu'il n'y a plus d'action, qu'on est dépouillé de notre capacité à pouvoir agir, à pouvoir réfléchir et à pouvoir planifier. Et c'est quelque chose qui, pour moi, reste toujours. Il y a toujours cette capacité-là que je m'octroie. Il y a toujours cette capacité-là, cette capacité-là qui est toujours en marche, bien qu'on se laisse aller dans la vie. Quelqu'un d'autre? Oui, pour rebondir, je réfléchissais en même temps que tu parlais et je me disais, en fait, la gratitude, c'est aussi apprendre à célébrer les choses sur lesquelles on n'a pas de maîtrise. Oui, parce que souvent, on va peut-être plus facilement se gratifier parce qu'on a bien fait ça, ou si on a bien réussi dans sa journée, un projet, voilà. Et là, en fait, que ce soit des petites ou des grandes choses, effectivement, on n'a pas forcément de maîtrise sur le temps, par exemple, sur la nature particulièrement aussi. Donc, on ne contrôle pas les oiseaux qui chantent, le soleil qui se lève avec les jolis nuages, ou le son des vagues, effectivement. Et ça relie justement cette notion de lâcher prise aussi, c'est que souvent, ce qu'on ne maîtrise pas, on bloque un peu parce que justement, on dit « Ah, je ne peux pas contrôler ». Et donc, justement, pouvoir développer de la gratitude vis-à-vis de tout ce qu'on ne peut pas maîtriser. Ouais. Amina disait ça tout à l'heure. Oui, vas-y Amina. Je voulais rajouter une chose par rapport à ce que Marlise disait tout à l'heure sur l'action. Oui. Parce que quand on dit, du coup, si on est baba cool et tout, et qu'on est simplement dans les nuages et tout, et on reste là sans rien faire, on se dit, voilà, on est inactif, il ne va rien se passer. J'avais envie de dire, la gratitude, en fait, c'est l'outil, en fait, c'est un levier, le levier le plus puissant pour la loi d'attraction que j'ai jamais expérimentée. Comme elle disait tout à l'heure, si tu arrives vraiment à le faire juste pendant 1 ou 2 minutes, c'est incroyable, en fait, des choses que tu peux attirer vers toi. Et je l'ai expérimenté quand je me suis déconnectée pendant 111 jours. J'avais des choses qui venaient, j'avais des cadeaux qui arrivaient comme ça chez moi et que j'avais pas forcément demandé. Et c'est un puissant levier de la loi d'attraction. Absolument. Et je pense qu'on devrait tous l'expérimenter parce qu'il y a des choses, comme tu disais tout à l'heure, on peut se dire, oui, il faut faire un tunnel de vente. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire un tunnel de vente, on en parlait tout à l'heure, pour son business. Mais même si le tunnel de vente est là et qu'on est vraiment dans cette gratitude, on va amplifier, en fait, on va attirer encore plus de clients vers nous, on va attirer plus de possibilités, de partenariats, des personnes qu'on pensait même pas rencontrer, et c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, je rebondis clairement, c'est vrai. Franchement, même qu'il n'y a pas de tunnel de vente, il y a parfois la magie. Oui, il n'y a pas de tunnel de vente. Moi, c'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que ça opère parce qu'on est en gratitude de tout ce qu'on a, de tout ce qui nous est arrivé aussi. Être en gratitude d'un épisode noir qu'on a vécu qui nous permet de rebondir. C'est le tunnel de vente parfait, quelque part. C'est ça. Merci, Kat. Je confirme ce que vous êtes en train de dire parce que, en fait, moi, aujourd'hui, je vis vraiment des choses assez incroyables. Je ne sais même pas si je pourrais raconter ce que je vis. C'est vraiment assez incroyable. Et Marlise a parlé de confiance. Adeline a parlé de lâcher prise, enfin d'autres aussi ont parlé Amina a parlé de lâcher prise aussi, et du fait que la gratitude est un outil qui est très puissant, mais il y a toujours nos peurs. Oui. Alors comme on a peur, on a un outil, on a le tunnel de vente, parce que dans ce que j'expliquais tout à l'heure, ce que peut-être que j'ai pas dit jusqu'au bout, c'est qu'on est tous interconnectés. Si j'arrive à faire ça, il y a des choses qui se passent vraiment et qui ne nécessitent pas nécessairement une action. Je ne suis pas en train de dire, entendez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'on ne pose plus d'action. Pour tous ceux qui ont peur de ne pas poser une action, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que avant, j'étais dans une action mécanique, dans une action
alors, automatique, ça répond même pas d'une action compulsive. Merci. Merci. Le mot que je cherchais, c'est compulsive. Une action compulsive. Et si je pose 10 actions compulsives dans la journée, j'ai brassé beaucoup d'énergie. Brassé beaucoup, c'est énergivore. À la fin de la journée, je suis super fatiguée. Et je pense que c'est Nathalie, dans ton métier 80-20, enfin dans le mien aussi, on parle de 80-20 ou 20-80. Et j'étais dans cette énergie-là. Je dépensais 80% de mon temps à poser des actions compulsives. Et je recevais, je ne suis même pas sûre que j'avais 20%, tu vois. Je pense, à mon avis, j'avais 10%. Donc, aujourd'hui, je vais poser 20% d'actions. Non, 5%, parce que je suis vraiment à ce niveau-là où je pose 5% d'actions. Et le retour que j'ai est juste incroyable. Mais vraiment, c'est juste incroyable. Eva a parlé de synchronicité. Et ça, c'est quelque chose aussi quand on commence à pratiquer la gratitude, on commence aussi à observer les synchronicités. On les voit. Enfin, je ne sais pas si... Je suppose qu'elles étaient là avant, mais que je ne les voyais juste pas. Par exemple, cette semaine, il y a une femme, Womanly, il y a beaucoup de Womanly ici, qui me dit, mais comment tu fais? Je sais que tu as arrêté de travailler depuis un moment. Pour tes factures, je dis, écoute, quand je vois que mon compte en banque professionnelle, ça descend, je me dis, ok, ça serait bien d'avoir une cliente pour remonter un peu le truc. On a eu cette discussion. Juste après cette discussion, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a une cliente qui m'a appelée pour prendre mes services. Je ne suis pas allée j'ai plus de tunnel de vente du tout, j'ai plus aucune méthode, j'ai plus rien du tout. Cette personne m'a appelée et m'a dit on commence à travailler quand? Et en général maintenant, pour rallonger aussi le truc, c'est que je dis mes prix sont extrêmement chers, hein Nathalie? Souvent, je confirme. Souvent, je dis ça en me disant... qu'elle le dit. Je dis ça en me disant, la personne va me dire non, parce que j'ai pas forcément envie, mais bon, j'ai mes factures à payer, donc... Et la personne me dit, ah oui, ça va, ça va être possible. Je dis, ok, donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de faire ce qu'elle vient me demander de faire. Et je vais faire ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est allons vers ça, mais ce que je veux vraiment expliquer, entendons-nous, c'est que de mes 10 actions d'avant, qui étaient compulsives, aujourd'hui, j'en pose une seule. Et l'impact de cette action est juste énormissime, c'est énormissime. Il y a le silence dans ma tête, il y a le silence dans mon cœur, tout ça fait que je peux raisonner avec la nature et faire revenir les choses. Et la gratitude m'aide aussi par rapport à ça. Je parle beaucoup aujourd'hui. Tu es inspirée, on va dire. Oui, Eva. Eh bien, pour la petite histoire, hier, j'étais avec une amie qui me disait mais c'est incroyable tout ce qui t'arrive à Bruxelles. Raconte-moi des histoires. Alors, je commence à raconter des histoires et puis ensuite on part sur un projet que j'ai pour cet été d'itinéraire en van en France pour rendre visite des associations féministes et des associations qui luttent contre le cancer du sein. Et puis, alors voilà, je discute de ce projet-ci. Et nous partons, je me lève et la femme sur notre gauche me dit mais j'ai écouté votre conversation, si vous avez besoin d'un endroit pour récolter des fonds, sachez qu'ici vous êtes au bon endroit. Wow. Je vous laisse mes coordonnées, je sais comment on organise des tombolas. Wow. Merci. Oui, la connexion, la gratitude, ça fait ça. Amina, tu avais commencé à parler, tu voulais dire quelque chose? Non. Ou c'est Catherine, oui. C'est plutôt Catherine. En fait, oui, c'est ça, c'est adopter cette posture de gratitude et du coup, il y a plein de choses qui se mettent en place autour de nous. C'est comme si on donne une autre énergie et le grand tout nous le renvoie. On va dire ça comme ça, je trouve, moi. Donc, voilà, moi, c'est vraiment une posture aussi que j'adopte à chaque moment. Donc... Quelqu'un d'autre? Je vois qu'il y a 3 personnes. Anne, elle a fini par arriver. Est-ce que tu es là, Anne? Tu veux dire quelque chose? Non, elle n'est pas là. Il y a une autre personne. Je ne sais pas si c'est Caroline qui est là. Non. Ok, on va faire... Thérèse. Oh! Bonjour. Ah! Bonjour Thérèse. Mais... Ça va, tu vois? Comment vous allez? Bien. Nous parlons gratitude. Est-ce que tu veux dire un mot? Et puis on va faire une petite pause. On reviendra tout à l'heure.
Oui, un mot, c'est que merci. Voilà. Merci. Gratitude, merci. Ok. Nous On allons. reviendra tout à l'heure à la pause. Ok. Merci à la gratitude. Merci à vous. Merci, merci, merci. C'est la gratitude. Merci. À tout à l'heure. Nous sommes de retour au studio Radio Campus. Le thème d'aujourd'hui, c'est la gratitude. On a parlé de gratitude, ça a réveillé. Quand on parle de gratitude, on parle de. Amina a parlé de ça, de la loi de l'attraction. La loi d'attraction, oui. Oui, le puissant levier de la loi d'attraction. La gratitude a un puissant levier de transformation. Ça change vraiment le cours d'une vie. Parce que plus on dit merci, du fond du cœur, comme disait Marlise, plus les belles choses se présentent, plus on les voit aussi. Alors, il y avait Thérèse tout à l'heure, je ne sais pas si elle est toujours là. Je vais mettre leur micro aussi en marche. Thérèse, tu es encore là? Oui, je suis là, Martine. Ok. Est-ce que tu as dit que tu voulais intervenir après la musique pour dire quelques mots sur la gratitude? Oui. Merci déjà à vous toutes. Et je vous suis depuis tout à l'heure. C'est vrai que je suis dans la réunion, mais j'ai décidé de sortir de la réunion. On t'entend pas bien. J'ai l'impression que ta connexion Internet n'est pas très bonne. Si c'est comme ça, ça va peut-être pas le faire parce que sinon les gens ne vont pas t'entendre et je sais pas. Allô? Oui, là on t'entend. Vas-y. Oui, en fait, je disais que j'étais dans une autre réunion et j'ai décidé de sortir pour partager avec vous. Et voilà, j'ai suivi une partie. Je pense que vous avez déjà défini ce que c'est que la gratitude, les bienfaits de la gratitude. Tu peux donner ta définition et les bienfaits. Tu peux dire tout ce que tu veux. On t'a pas encore entendu, ça sera toujours intéressant. Ok, moi je parlerai peut-être du pouvoir de la gratitude sur le bonheur. Ok. Et il faudra dire déjà que la gratitude, en fait, il y a beaucoup d'écrire la gratitude, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, merci, c'est la reconnaissance, en fait. Reconnaître que je suis en vie, reconnaître que de façon intelligente, reconnaître, pas à la va-vite, reconnaître que je suis là gracieusement. Je suis là, je suis en vie, je dis merci à la vie, au soleil, à la lune. Je pense que vous avez déjà parlé de tout cela. Et cela influe sur notre bonheur. Et la gratitude, en fait, c'est comme je dis tout à l'heure, elle change notre vie. Quand la gratitude change notre vie, c'est-à-dire exprimer ce petit mot-là, merci, en toute conscience. Le merci change nos vies. Mais pourquoi ne nous disons pas merci chaque fois, à chaque seconde, à chaque moment? Parce qu'en même temps, c'est pas facile et c'est facile. Exister est facile et exister en même temps n'est pas facile. Donc, cette contradiction en nous, en l'être humain, fait en sorte que des fois, on se dit, je dis merci, pourquoi? Et on se focalise plus sur des choses qui, pour nous, semblent difficiles au lieu de se focaliser sur les choses qui sont à notre portée. Tu disais tout à l'heure, Martine, que tu as juste envie, en fait, tu lèves la main et puis tu danses sans... En fait, c'est comme sans réfléchir. Oui, ben on réfléchit, même pour lever cette main et se laisser aller la main, en fait, sans effort apparent. Parce que tout ça, en fait, c'est comme s'il n'y a pas d'effort, mais non, il y a d'effort. Mais c'est un choix bien pensé, bien défini. Mais c'est la grâce, en fait. Parce que ce choix même, il y a des personnes qui, des fois, veulent faire ce choix, mais n'arrivent pas. Mais pourquoi les personnes n'arrivent pas à faire ce choix de vivre juste et de dire merci à la vie? Et donc, merci en toute conscience, à la va-vite, reconnaître qu'on est là, constater du moment où qu'on est bien, en fait. Pourquoi on dit merci même? Pourquoi
J'ai prise de conscience de merci. Oui, on est en train de te perdre, Thérèse. Merci. On va... Il y a Anne qui voulait prendre la parole tout à l'heure. Mais elle est là. Ok, Anne. Elle a envoyé un message. Ok. Bonjour Anne, merci de nous rejoindre. Ah, tu vois qu'on ne l'entend pas. Alors, on a une question encore d'une auditrice. Anne, peut-être que ton micro est mute. Ok, on a un petit problème technique ici. Il y a une auditrice qui a posé une question encore par rapport à la gratitude. C'est un peu plus ou moins la même question. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans un monde de bisounours ici quand on parle de gratitude comme ça? Est-ce que ça veut dire que tout ce que nous disons depuis tout à l'heure, il ne se passe jamais de mauvaises choses dans nos vies? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'elle dit, oui, ok, vous nous conseillez de remercier en regardant le vent, en regardant ceci, ce qui s'est bien passé, mais où est-ce que je mets tout ce qui ne se passe pas bien dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de ça? Moi, je veux bien essayer de répondre à ça. Oui. On travaille beaucoup avec Adeline en ce moment sur la question de l'échec. Oui. Et donc, forcément, des choses qui ne vont pas bien dans nos vies. C'est très stigmatisé dans nos sociétés, en fait. On n'aime pas rater les choses, on n'aime pas qu'il y ait des choses mauvaises qui nous arrivent. Ouais. Ça nous met souvent en colère, ça nous déçoit. Même quand on n'a pas d'influence dessus, on peut se sentir plus petit ou déçu ou rabaissé. Et en fait, on se rend compte de plus en plus avec Adeline que dans certains pays, l'échec est vraiment montré comme une vraie chance dans la vie de rebondir, ouais. d'apprendre et de progresser. Ouais. Et donc, on est encore au début du parcours avec Adeline sur la notion d'échec, mais on la creuse vraiment beaucoup parce que je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant à en tirer. Et on le travaille à titre personnel et on se rend compte dans nos vies aussi que les petits cailloux dans nos chaussures que l'on rencontre ou les gros cailloux, souvent, sur le coup, c'est difficile à gérer, mais souvent après, on en tire quelque chose d'extrêmement... bien, extrêmement ouais. positif. Et je vais même réenchaîner sur autre chose. En fait, Bloom in Progress est aussi né, on vous l'a dit, que la start-up dans laquelle on avait travaillé, malheureusement, n'a pas fonctionné. C'était une très grosse start-up. Elle s'est fait ravaler par une autre start-up. Ça a été très dur. On a eu beaucoup de mal à le vivre personnellement et professionnellement. Mais c'est là-dessus qu'on a rebondi et qu'on a construit Bloom in Progress. Et c'est là qu'on a dit, mais peut-être que ça n'a pas marché parce que justement, on n'utilisait que des outils et on a oublié l'humain là-dedans. Ouais. Waouh, c'est très puissant ce que tu dis. Ouais, c'est vrai que quand on vit les échecs, on ne pense pas forcément qu'on pourrait rebondir ou que l'échec est venu nous montrer peut-être une part de nous, quelque chose chez nous qu'on devrait regarder peut-être différemment ou aborder différemment. Oui, ça peut être une piste. Oui, une piste. Ouais. C'est vrai qu'au départ, c'est compliqué de dire, tu sais, l'échec, le truc que tu vis très grave, lourd, etc., parfois, est en réalité une bonne chose, une épreuve, mais qui est constructive. Donc, vous n'allez pas aider l'auditrice, là. Non, mais utiliser, ça, en fait, ça... toute chose, allez, pour partir d'un exemple, samedi, j'ai assisté à une assemblée générale. Voilà, ça c'est hyper pratique. Et je suis sortie de cette assemblée, j'avais quelque chose sur le cœur que je n'avais pas su exprimer parce qu'on a pris des décisions qui n'étaient pas du tout en rapport avec mes valeurs personnelles. Mais bon, c'est une assemblée de copropriété, donc le maximum l'emporte. Et le lendemain matin, je me suis réveillée en gratitude quand même par rapport à tout ce que j'avais eu comme émotion et comme sentiment à cette assemblée. Et je me suis dit, mais voilà, essaye de voir le beau côté des choses parce que cette personne qui a été peut-être très rabaissante, même peut-être humiliante, etc., par rapport aux autres, ça t'aide à voir que tu arrives à identifier ces personnes-là. Tu vois, donc j'ai réussi quelque part
à donc voilà, être en gratitude pour le mauvais moment que j'ai passé et la mauvaise soirée que j'ai passée samedi soir, alors que j'ai été au cinéma voir Les Animaux Fantastiques pour mettre un petit peu d'humour dans ce que je dis, parce que c'est un peu ma façon de fonctionner. Mais voilà, comment j'étais tellement omnibulée par ce qui s'était passé que j'ai dit laisse tranquille, la nuit porte conseil. Tu verras demain matin, à mon avis, les nuages seront partis, le noir sera parti, et tu vas voir les rayons de soleil par rapport à cette... parce que pour moi, c'était catastrophique. Quoi. Mon état émotionnel était... j'avais vraiment eu l'impression d'avoir été mangée à une sauce. Voilà, ça, je pense, peut-être une petite réponse pratique pour l'auditrice qui est peut-être un peu perdue. Et je sais qu'au début, c'est très compliqué. Oui, c'est vrai que quand on vit un échec... Adeline, tu veux dire quelque chose ? Oui, pour essayer de compléter du coup cette réponse-là, ça me fait penser aussi de nouveau, évidemment qu'il y a toujours du négatif à certains moments. Hein. C'est clair qu'on n'est pas au monde des bisounours, clairement pas. Et j'ai découvert récemment, dans pas mal de lectures, tout ce qui se rapproche de la philosophie du Tao et du yin et du yang. Et en fait aussi d'arrêter d'opposer le positif au négatif, mais plutôt de voir quelque chose en mouvement perpétuel et se dire... Il y a du positif, va arriver du négatif, et puis va réarriver du positif, ainsi de suite. Tout comme il y a le jour, puis il y a la nuit, et ainsi de suite. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la lumière, le noir, etc., etc. Et qu'effectivement, ça reste cyclique, ça reste en mouvement perpétuel. Oui. Et ce n'est pas des dualités ou des choses qui sont opposées, mais simplement des choses qui sont en mouvement perpétuel. Absolument. Ouais. Et donc, de se dire, voilà, on peut partir du point positif, de se dire... Ok, là, la journée, elle était pourrie, ou ça, c'était négatif, mais il va donc y avoir quelque chose de positif qui va arriver. Oui. Yeah, absolument. Pour rebondir justement sur ça, oui, pour rebondir justement sur ça, je suis tout à fait d'accord avec Adeline. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours appeler Adeline Nathalie. C'est pas grave, tu les vois pas, c'est normal. Oui. Non, alors, j'allais ajouter déjà à cela que la première des choses pour moi qu'il faudrait qu'on fasse, que l'auditrice fasse, parce que c'est ce que moi je fais aussi, c'est accepter, c'est pouvoir reconnaître et accepter que ça ne va pas et que c'est pas et que c'est juste comme ça. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont. Ça fait partie de notre aspect de human being, de notre aspect d'être humain. Les choses ne vont jamais aller toujours dans le sens que nous voudrons où ils vont, mais ce sera toujours ça, déjà accepter que ça ne va pas et que c'est OK que ça ne va pas. Et puis, maintenant, quand ça ne va pas, c'est aussi un message aussi qui nous est envoyé. Alors, quelle est l'opportunité que nous pourrions tirer justement de cette situation dans laquelle nous sommes? Est-ce qu'on va juste pleurer, rester pleurer sur notre sort et dire que comme ça ne va pas, la vie s'arrête à ce niveau? Ou alors, est-ce qu'on va se dire, ah mais tiens, si ça ne va pas comme je veux, peut-être qu'il faudrait que je pense à autre chose. Ça veut peut-être dire que je devrais faire les choses différemment. Ça veut peut-être dire que je devrais peut-être ne plus résister et laisser aller les choses. Ouais. Et ce sont des choses qui, lorsqu'on pratique au quotidien, parce que ce n'est absolument pas facile, c'est plus facile de le dire que le faire, mais une fois que l'on inculque ça dans son esprit, on le pratique au quotidien, c'est clair que on sera moins scotché sur ce qui ne va pas et plus tourné vers les opportunités que nous pourrions en tirer. Ok. Eva, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais revenir sur cette notion de monde des bisounours, parce que je me dis qu'au contraire, la gratitude, c'est être très ancré, et la gratitude n'oublie pas le quotidien. On sait qu'il y a du positif et du négatif, si je peux les qualifier ainsi. Et en fait, c'est juste cette prise de conscience de... Alors effectivement, là, je passe pas forcément une très bonne journée. Et puis après, se rendre finalement compte qu'il n'y a pas eu que des mauvaises choses dans cette journée, mais au contraire, je crois que c'est reprendre ses responsabilités sur la situation et se recentrer sur ses émotions. Oui. On n'a pas forcément conscience. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose ?
Oui, en fait, Thérèse, Ah oui, Thérèse, vas-y. Je voudrais juste ajouter que l'auditrice doit comprendre hein, que la gratitude n'est pas une pensée magique, en fait. La gratitude n'efface ni les malheurs, ni les soucis. Elle ne nous garantit pas des exemptes de je ne sais quoi. Tout ça fait partie. Mais la pratique, en fait, c'est une pratique, c'est un choix nouvelle qu'on décide, en fait, d'avoir. Je décide. Moi, j'ai une phrase que, avec mes jeunes, j'aime leur dire, tu fais du bien, tu fais pour toi-même, tu fais du mal, tu fais pour toi-même. Moi, je suis bien et j'ai choisi d'être bien. Je suis heureuse avec tout ce qui arrive. Mais ça ne veut pas dire que ce qui arrive ne fait pas mal. Et donc, la gratitude, la pratique de la gratitude, en fait, c'est que tu développes juste de nouvelles pratiques de ta vie, dans ta vie, et tu choisis d'être bien. Voilà. Et être bien a aussi son côté négatif, hein. Être mal a aussi. Maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis que ce qui vient, les émotions, peut-être les humeurs qui viennent de l'autre, te fassent du mal. Je suis allée à un cinéma. On a perdu Thérèse, on t'entend pas très bien, Un donc film. on t'entend Oui, pas très d'accord. bien. Je suis désolée, on s'en va vers la fin. Est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table voulait dire quelque chose par rapport à notre auditrice Bisounours? Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Thérèse, que ça fait vraiment écho. En fait, je trouve que la gratitude, c'est de redevenir acteur de sa vie et arrêter de subir les choses et les événements. Voilà, donc c'est ça que ça m'a vraiment éveillé ça chez Thérèse. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment important. C'est qu'on est dans l'action. Quand on est dans la gratitude, on ne subit plus les choses. On n'est plus passif face à la vie. C'est puissant, c'est très, très, très puissant. C'est très puissant. Acteur de sa vie, ouais. Quand j'ouvre souvent l'émission en parlant justement du fait que nous subissons nos vies, et quand on n'est pas éveillé, on subit parce que il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de réussites, mais on s'arrête sur quoi et on fait comment? On fait le monde de Bisounours. J'aime beaucoup comment tu as parlé de ça, Eva. Où on se met au centre. J'ai aussi cette image de moi avant. Donc, moi, j'étais complètement extérieure. Ça veut dire qu'au centre, il y avait le travail, le mari, les enfants, enfin, tout ce qui pouvait me rendre heureuse. Et moi, j'étais en périphérique comme ça de ma vie. Donc, je dépendais, mais de tout ça. C'est horrible. C'est juste horrible. Moi, ce que je peux dire à l'auditrice, c'est que je comprends très bien ce qu'elle veut dire parce que moi, je l'ai vécu presque toute ma vie. Et donc, quand on est excentré comme ça, il y a un jour le travail ça va, il y a un autre jour le travail ça va pas, il y a un jour le mari ça va, un autre jour il va pas, les enfants ils écoutent pas, la vie. J'aime beaucoup comment Adeline a mis les contraires, les opposés, mais plus dans le mouvement plutôt que justement opposé. Et puis je me suis mise finalement au centre. Je me suis centrée, je suis au centre de ma vie maintenant. Ça rejoint ce que tu dis, Nathalie, ça rejoint ce que Thérèse dit. C'est ce que je choisis dépend de moi. C'est-à-dire que oui, le travail, j'ai pas eu les clientes que je voulais ce mois. C'est comme ça. Et j'aurai peut-être le mois prochain. J'aurai peut-être... Non, mais c'est vrai. Et je choisis. Avant, j'étais catastrophée, hein, mais vraiment. Mais j'adore ta philosophie. Genre, j'avais pas... Ou alors une cliente, elle venait, elle prenait un truc, et puis après, finalement, elle prenait pas. Mais ça me rendait physiquement malade. Mais je vomissais mes tripes. Vraiment. Non, l'auditrice, t'inquiète pas, je comprends très bien ce que tu es en train de vivre et je peux te dire que si moi j'en suis sortie et je te dis je viens de très très loin, très 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 loin, toi tu vas y arriver aussi. Donc aujourd'hui on a planté la graine en toi. Il y a 5, 6 personnes, 7, 8 personnes qui ont planté une graine en toi. Prends ça et puis tout doucement tu vas commencer à voir les choses différemment. Ne désespère pas, m'a dit mon mari ce week-end. Je te dis la même chose, ne désespère pas. Tu vas y arriver. On a encore 5 petites minutes. Comme on est nombreuses aujourd'hui.
Oui. Attends. 30 secondes chacune. Hein, donc, ne prends pas le temps de quelqu'un, Marley. Si tu veux, on fait top chrono, 30 secondes. Allez, top. Ah non, ça c'est ma ligne, ça c'est moi qui dis top chrono. Oui, ok. Vas-y, Oui. 30 Allez, secondes. top chrono pour moi. Oui. Alors, je voulais simplement dire que la gratitude n'est pas une attitude et que la gratitude, c'est plutôt quelque chose qui vient du tréfonds de toi et qui s'extériorise, qui fleurit à l'extérieur et qui non seulement te rend heureux, mais aussi a ce pouvoir d'attraction dont Amina a parlé. Eva, top chrono. Top chrono. Marie-Lise, tu viens de parler de fleurir et moi, ça me fait penser à Bloom. Alors, je me dis que vraiment, vous faites bien d'être ici. Voilà, je crois que la gratitude va vraiment avec votre entreprise. Comme tout à l'heure, je disais la notion de sororité, de gratitude, d'épanouissement. Je crois que c'est des valeurs que vous avez et vraiment merci d'être venue ici. C'était trop chouette. Adeline? Eh ben, je dirais beaucoup de gratitude. Je saurais quoi marquer dans mon journal ce soir, je pense. Pour la journée d'aujourd'hui, pour ce moment de partage. C'était très enrichissant et on est très pleine de gratitude, justement. Nathalie? C'est notre première expérience à la radio et moi je suis également pleine de gratitude pour ce moment, cet instant de partage. La gratitude, évidemment, c'est un thème qui me parle énormément et j'étais ravie d'échanger avec vous et d'entendre toutes ces idées qui ont fourmillé. C'était vraiment agréable. Amina, la star. Elle arrête pas de m'appeler la star. Merci beaucoup pour ces moments. Quand je suis partie de chez moi tout à l'heure, j'étais un peu contrariée. Je savais pas pourquoi et je sais toujours pas pourquoi. Mais à force de parler de gratitude, en fait, comme on disait tout à l'heure, ça vient comme ça alchimiser, modifier en fait un état d'être. Et là, je me sens, en fait, ça vient comme ça augmenter mon taux vibratoire. Et là, je me sens bien. Merci. Puissant. Merci. Puissant. Ouais. Catherine. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit. Je rejoins Amina sur l'augmentation du taux vibratoire que j'ai vécu hier soir, vu qu'on a donné un atelier ensemble. Et moi qui ai des problèmes de sommeil quand même assez récurrents, j'ai dormi comme un bébé. Donc j'étais totalement apaisée et en gratitude aussi de ce moment, de cette rencontre, et même en gratitude de prendre la voiture et de rouler 2 heures pour vous rejoindre. Voilà, ça c'est un bonheur. Enfin voilà, j'ai des frissons. Changer de vie pour vivre tout ça, c'est juste waouh. Voilà, 30 secondes. Thérèse. Oui, Martine, moi je dirais quelques bonnes habitudes de la gratitude et merci pour cette soirée encore. Alors, il faut dire toute votre reconnaissance de façon spontanée. Il ne faut pas attendre une occasion pour dire merci aux gens autour de vous parce que demain sera plus tard. Il faut dire merci à chaque occasion. De gratitude, ça veut dire écrire. À chaque fois que quelque chose de bien t'arrive, tu écris et tu revois ça le soir. Et on réapprend à dire merci pour toutes les petites choses de notre vie. Ça dit merci, merci, merci. Et ces habitudes, ces attitudes vont nous amener vraiment à vivre dans la gratitude et à vivre gracieusement. Merci encore à vous toutes. Nous sommes superbes. Merci. Anne, on n'a toujours pas réussi à l'entendre, mais je pense qu'elle a disparu maintenant. Alors, gratitude, pour moi, c'est instant présent. C'est vivre dans l'instant présent. En pratiquant la gratitude, on reste dans le moment qui est là. Quand j'observe une feuille, le soleil caresse mon visage, quand je regarde les vagues, comme disait Eva au début, ça me permet de rester dans l'instant présent et donc d'apprécier quelque chose. Alors, je vous remercie toutes, merci infiniment, mais du fond du cœur, d'avoir partagé vos expériences, vos avis, vos opinions sur ce thème qu'est la gratitude. Merci à nos auditeurs et surtout nos auditrices, parce que souvent c'est les femmes qui envoient les questions. Et puis, je vous donne rendez-vous le 3 mai à 15h avec un nouveau thème. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Martine Inactuelin pour suivre les podcasts de l'émission si vous les avez ratés ou si vous n'avez pas suivi l'émission en direct.
Je vous embrasse très fort, je vous envoie mon amour et toute ma bienveillance et la paix. Et je vous dis à très bientôt.